Et puis, il faut que tous ces travailleurs se distraient. Donc Solvay invente la construction d'un casino à Salins-de-Giraud. Donc il y a un casino à Salins-de-Giraud qui est sur la photo du bas, où les ouvriers et les ingénieurs peuvent venir jouer, et c'est Solvay qui s'arrange avec, avec les bénéfices. Donc c'est quelqu'un qui était apparemment un homme d'argent. C'était quand même quelqu'un qui avait le souci de l'éducation de son personnel. Il payait les instituteurs de Salins-de-Giraud. Il payait les dispensaires à Salins-de-Giraud. Et puis, il était quand même riche et bien toutes les années, il réunissait tous les scientifiques de l'Europe dans le congrès Solvay. Alors vous avez Solvay ici, et puis j'ai mis quelques noms là. Il y avait du beau monde, hein. Planck, Nernst. Il y avait Marie Curie. C'est le congrès 1811. Non, 1911. 1911, c'est l'année où il a eu le prix Nobel de chimie. Vous voyez Poincaré. Ici, il y a le jeune Einstein. Et puis, le jeune homme avec une petite moustache, là, on le retrouvera un peu plus tard, il s'appelle Louis de Broglie. Et donc, Solvay investit un peu de son argent pour promouvoir la science et faire avancer la physique de cette époque-là. On avance un peu dans le temps. 1905, un chimiste marseillais, Ronchetti, invente la première poudre à laver. La poudre qui porte le nom de persil, parce que sur la première boîte, il y avait un bouquet de persil. Donc c'est la première poudre à laver. Et donc ces poudres à laver vont avoir un grand succès. Elles vont commencer à combattre un peu l'hégémonie du tout-puissant savon. Et en 1913, il restait 90 fabricants marseillais qui produisaient 180 000 tonnes. La chute de la production au profit des poudres à laver se fait entre les deux guerres mondiales. Et puis là, il se passe ce qui se passe des fois dans l'évolution des sciences et des technologies. La découverte marseillaise ne va pas rester longtemps à Marseille. Les Anglais, les Américains, les Allemands, notamment la société Henkel, commencent à investir dans la fabrication des poudres de lessive. Et les Marseillais, ils ont beau s'unir dans l'Union générale des savonneries, ça ne va pas durer très longtemps. Et en 86, eh bien, on peut dire que cette année-là marque la fin de la prospérité du savon de Marseille. Il reste à Marseille en ce moment 2-3 artisans. Il y en a 2 à Salon. Salon était une ville aussi très, très réputée pour ses savonneries. Les savonniers étaient riches. Alors je ne sais pas si vous êtes allé un jour au théâtre de Salon. Il y a à Salon un théâtre à l'italienne, digne des plus grandes salles parisiennes. La légende dit, mais ça doit être l'histoire, que c'était un riche savonnier qui avait fait construire ce théâtre pour que sa maîtresse puisse jouer la comédie et éventuellement chanter. Bon, donc 2 savonniers à Marseille ou 3 et 2 à Salon. Donc le savon de Marseille ne se fait plus dans la région. C'est dommage, mais vous voyez quand même que cette histoire a marqué quand même notre environnement. Elle a changé nos modes de vie, notamment du côté de la Camargue. Alors le troisième circuit,
il va nous ramener à Beaucaire. Il va nous ramener à Beaucaire sur les pas de ce monsieur, Paulin Talabot. Alors lui, il n'est pas né en Provence. Il est né à Limoges. C'est le fils d'un grand faïencier de Limoges. Et il rentre à l'école polytechnique. Il en sort dans le bon tiers. Et puis, il est envoyé en Bretagne pour créer des routes, pour s'occuper de l'aménagement du port de Brest. Mais le climat breton, ça ne lui convient pas trop. Il trouve ça trop humide. Et alors, il y a deux faits qui vont être importants. C'est qu'il a eu comme collègue, condisciple à l'école polytechnique, Napoléon Soult de Dalmatie, le fils du maréchal Soult. Le fils du maréchal Soult qui investit beaucoup d'argent dans des travaux dans le sud de la France. Et donc, le collègue de Talabot lui dit, mais en Provence, là-bas, il y a du soleil, tu vas avoir une vie totalement différente de la vie brestoise. Et puis, il y a entre Nîmes et Beaucaire une jeune fille qui deviendra Madame Talabot, qui plus tard s'installera à Marseille. Et donc, Paulin Talabot revient en Provence. Et le premier travail qu'on lui confie, c'est de creuser un canal entre Beaucaire et la mer. Parce qu'à partir de Beaucaire, le Rhône n'est plus tellement navigable pour tout type de bateau. Et avec l'industrie qui commence à se développer, eh bien, il faut une voie navigable un peu plus sûre. Là, vous avez un emprunt, une action de 500 francs pour le creusement du canal de Beaucaire. C'est signé Soult de Dalmatie. Et voilà le canal de Beaucaire, tel on le voyait au siècle dernier, et puis le canal de Beaucaire à l'heure actuelle, qui relie donc Beaucaire à la mer. Et puis, pendant que Talabot était à Brest, de temps en temps, il allait en Angleterre. Et là, il se lie d'amitié avec la famille Stephenson. Les locomotives Stephenson. Donc, il découvre la traction par locomotive. Et donc, il dit à son collègue Soult, il faudrait peut-être construire une voie ferrée. Et donc, les deux compères se mettent en tête de relier Nîmes à Beaucaire par la voie ferrée. Et ça marche. Ça marche. Et puis, pourquoi en rester là ? On arrive à Beaucaire, il y a le Rhône, peut-être qu'il faut traverser, et pour amener la voie ferrée jusque de l'autre côté du Rhône, à Avignon, et pourquoi pas à Marseille. Et alors là, dans cette aventure-là, dans le chemin de fer Marseille-Avignon, on rencontre une opposition féroce entre Talabot qui veut que la voie ferrée passe par Arles et Montrichet, celui qui a mené l'eau à Marseille. Lui, il veut qu'elle passe par Salom parce qu'il connaît mieux la région là-bas du côté de la Durance. Et celui qui va trancher, c'est Lamartine. Si vous violentez le Rhône, la mer, la nature en faveur d'Avignon, ne vous trompez pas sur le sort de la malheureuse ville d'Arles. Inscrivez sur la carte de France ruines et débris. Et donc, c'est lui qui va donner raison à Talabot. Et le train d'Avignon à Marseille passera par Arles. Les remparts d'Avignon, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà le pont Talabot à Beaucaire, tel qu'on le voit encore aujourd'hui. L'ingénieur, il était de mon village, Graveson, qui a construit ce pont. Et puis, là, il y a de l'argent, il y a des idées, il y a des ingénieurs qui sont quand même très attentifs
à ce qui se passe autour d'eux. Et donc, Talabot et Soult, ils savent que là-haut, du côté d'Alès, il y a des mines de charbon. Là, vous avez Bessèges, vous avez quelque part ici la Grand Combe. Là, vous avez Salindre. Et donc, ils se mettent dans l'idée d'aller chercher le charbon et un certain nombre de minerais qu'il faut pour faire la soude à Salins-de-Giraud, là-haut, dans la région d'Alès. Et donc, ils vont connecter Beaucaire à Alès, en passant par, éventuellement, Salindre, Bessèges, etc. Donc, ils vont innerver d'un réseau ferroviaire toute cette partie du Rhône, à départ, à des fins industrielles. Voilà la gare de Bessèges. C'est typiquement l'architecture du développement des voies ferrées en France. À Bessèges, il s'arrête encore 6 trains par jour. 3 à l'aller, 3 au retour, quand même. Donc la voie ferrée est encore en service. Et puis, je vous ai parlé de Salindre. Alors là, on va faire une petite promenade autour de Salindre. Un circuit autour de Salindre à la découverte de l'aluminium. Alors la première fois qu'on entend parler d'aluminium, c'est en Angleterre. Humphrey Davy, il est le directeur de la Royal Institution. C'est lui qui embauchera Faraday. C'est lui qui permettra l'épanouissement scientifique du plus grand scientifique de tous les temps. C'est un autodidacte, lui aussi. C'est un chimiste qui manipule. Et il a compris que dans la terre d'Alain, il y avait un métal. Et il appellera ce métal de l'aluminium, mais il ne sera jamais capable de le préparer. Il va le baptiser, mais c'est tout. Alors, l'histoire de l'aluminium, un peu résumée, c'est autour du village des Baux-de-Provence. Un jour, un géologue parisien vient au Baux-de-Provence parce qu'on l'a appelé pour lui demander si dans cette terre rouge où poussent bien l'olivier et la vigne, il n'y aurait pas de quoi faire de la sidérurgie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des concentrations importantes de fer? Et donc Berthier fait ce